Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Euh, donc je reprends. J'espère ne pas avoir de crise de tout. La tempête souffle dehors. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez le rester si c'est le cas. Et vous irez mieux si ce n'est pas. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Troisième partie de Anna Karenine. Chapitre 13. Personne, hormis les familiers d'Alexis Alexandrovitch, ne soupçonnait que cet homme froid et raisonnable montrait parfois une faiblesse qui ne cadrait guère avec les traits dominants de son caractère. Il ne pouvait voir pleurer un enfant ou une femme sans perdre son sang-froid et jusqu'à l'usage de ses facultés. Son chef de cabinet et son secrétaire le savaient si bien qu'ils prévenaient les solliciteuses d'avoir à retenir leurs larmes. Autrement, disait-il, vous compromettrez votre cause. Il se fâchera et ne vous écoutera plus. Effectivement, le trouble que les pleurs causaient à Alexis Alexandrovitch se traduisait par un sursaut de colère. « Je ne peux rien pour vous, veuillez sortir !» criait-il d'ordinaire en pareil cas. Lorsque, en revenant des courses, Anna lui eut avoué sa liaison avec Vronsky et que, se couvrant aussitôt le visage de ses mains, elle eut éclaté en sanglots, Alexis Alexandrovitch, en dépit du courroux provoqué par cette révélation, se sentit prêt à céder au fâcheux émoi qu'il ne connaissait que trop. Redoutant de manifester ses sentiments sous une forme incompatible avec la situation, il tâcha de s'interdire jusqu'à l'apparence de la vie. Immobile, le regard fixe, son visage prit cette expression de rigidité cadavérique qui avait tant frappé Anna. Il lui fallut faire un grand effort sur lui-même pour aider sa femme à descendre de voiture, pour lui dire les quelques mots qui ne l'engageaient à rien, pour la quitter enfin avec les dehors de politesse habituels. L'aveu brutal d'Anna avait, en confirmant ses pires soupçons, blessé au cœur Alexis Alexandrovitch, et la pitié toute physique provoquée en lui par les larmes de la malheureuse avait encore aggravé ce malaise. Cependant, quand il se retrouva seul dans la voiture, il se sentit avec une satisfaction mêlée de surprise, débarrassé et de ses doutes, et de sa jalousie, et de sa pitié. Il éprouvait la même sensation qu'un homme auquel on vient d'arracher une dent qui le faisait depuis longtemps souffrir. Le choc est terrible, le patient s'imagine qu'on lui enlève de la mâchoire un corps énorme, plus gros que la tête, mais il constate aussitôt, sans trop croire encore à son bonheur, la disparition de cette abominable chose qui a si longtemps empoisonné son existence. Il peut de nouveau vivre, penser, s'intéresser à autre chose qu'à son mal. Alexis Alexandrovitch en était là. Après un coup effrayant, inattendu, il n'éprouvait plus aucune douleur, il se sentait dorénavant capable de vivre, d'avoir d'autres pensées que celles de sa femme. C'est une femme perdue, sans cœur, sans honneur, sans religion. Je l'ai toujours sentie et c'est par pitié pour elle que je cherchais à me faire illusion, se disait-il, croyant sincèrement avoir été perspicace. Il se remémorait divers détails du passé, qu'il avait crus innocents et qui maintenant lui paraissaient des preuves certaines de la corruption d'Anna. J'ai commis une erreur en liant ma vie à la sienne, mais mon erreur n'a rien eu de coupable, par conséquent je ne dois pas être malheureux. La coupable, c'est elle. Mais ce qui la touche ne me concerne point, elle n'existe plus pour moi. Peu lui importait dorénavant ce qu'il adviendrait d'elle ainsi que de son fils pour lequel ses sentiments subissaient le même changement. Il ne songeait plus qu'à secouer de la façon la plus correcte, la plus convenable et par conséquent la plus juste, la boue dont la chute de cette femme l'éclaboussait, et cela sans que sa vie, toute d'honneur et de désintéressement, en fût le moins du monde entravée. Parce qu'une femme méprisable a commis une faute, est-ce une raison suffisante pour me rendre malheureux ? Non,
Mais il me faut trouver la meilleure issue possible à la pénible situation dans laquelle je me trouve de son fait. Et cette issue, je la trouverai. Je ne suis ni le premier ni le dernier, se disait-il en se renfrognant de plus en plus. Et sans parler des exemples historiques dont la belle Hélène venait de rafraîchir le plus ancien en date dans toutes les mémoires, Alexis Alexandrovitch se remémora certaines infidélités conjugales dont avaient été victimes des hommes de son monde. Darialov, Poltovski, le prince Karibanov, le comte Paskoudine, l'honnête et excellente trame, Semyonov, Tchagin, Sigonine. Mettons qu'on jette sur eux un ridicule injuste. Pour ma part, je n'ai jamais vu que leur malheur et je les ai toujours plaints. Rien n'était plus faux. Jamais Alexis Alexandrovitch n'avait songé à s'apitoyer sur pareilles infortunes et le nombre des maris trompés l'avait toujours grandi dans sa propre estime. Eh bien, ce qui a frappé tant d'autres me frappe à mon tour. L'essentiel est de savoir tenir tête à la situation. Et il se rappela les diverses façons dont tous ces hommes s'étaient comportés. Darialov s'est battu en duel. La pensée du duel avait souvent dans sa jeunesse préoccupé Alexis Alexandrovitch. Il se savait d'un tempérament craintif. L'idée d'un pistolet braqué sur lui le bouleversait et jamais il ne s'était servi d'aucune arme. Cette horreur instinctive lui avait inspiré bien des réflexions. Que ferait-il le jour où l'obligation de risquer sa vie s'imposerait à lui ? Plus tard, quand sa position fut solidement assise, il n'avait plus guère songé à ces choses. Mais ce jour-là, son tempérament craintif reprit le dessus. Tout en sachant fort bien qu'il n'irait point sur le terrain, la force de l'habitude le contraignit à examiner sous toutes ses faces l'éventualité d'un duel. Que ne sommes-nous en Angleterre, avec des mœurs aussi barbares que les nôtres, un duel aurait sans aucun doute l'approbation de bien des gens. Et parmi ces gens figuraient la plupart de ceux dont l'opinion lui importait. Mais à quoi cela mènerait-il ? Admettons que je le provoque. Ici se représenta vivement la nuit qu'il passera après la provocation et le pistolet dirigé sur lui. Au frisson qui le saisit, il comprit que jamais il ne se résoudrait à pareil acte. Admettons que je le provoque, que j'apprenne à tirer, que je sois là devant lui, que je presse la détente. Il ferma les yeux. Que je le tue, secoua la tête pour chasser ses idées absurdes. Qu'ai-je besoin de tuer un homme pour savoir quelle conduite tenir envers une femme coupable et son fils ? Ce serait absurde, voyons. Et si, éventualité beaucoup plus vraisemblable, le blesser ou le tuer, c'est moi. Moi qui n'ai rien à me reprocher et qui deviendrai la victime. Ne serait-ce pas encore plus stupide ? D'ailleurs, en le provoquant, agirais-je vraiment en galant homme ? Ne suis-je pas sûre d'avance que mes amis interviendront, ne laisseront jamais exposer la vie d'un homme utile à ta Russie ? J'aurais tout bonnement l'air de jouer les matamores, de vouloir acquérir une vaine gloire à bon compte. Non, ce serait tromper les autres et moi-même. Renonçons à ce duel absurde que personne d'ailleurs n'attend de moi. Mon seul but doit être de garder ma réputation intacte, de ne souffrir aucune entrave à ma carrière. Plus que jamais, la carrière prenait aux yeux d'Alexis Alexandrovitch une importance considérable. Le duel écarté, restait le divorce, solution qu'adoptaient le plus souvent les gens de son monde en semblable occurrence. Mais il eut beau repasser dans sa mémoire les nombreux cas qui lui étaient connus, aucun d'eux ne lui parut répondre au but qu'il se proposait. Toujours en effet, le mari avait cédé ou vendu sa femme. Et bien qu'elle n'eût aucun droit à un second mariage, la coupable n'en contractait pas moins avec un pseudo-mari une pseudo-union arbitrairement légalisée. Quant au divorce légal, celui qui aurait eu pour sanction le châtiment de l'infidèle, Alexis Alexandrovitch sentait qu'il ne pouvait y recourir. Les conditions complexes de son existence ne permettaient guère de fournir les preuves brutales exigées par la loi. La tradition de la bonne compagnie lui interdisait d'ailleurs d'en faire usage sous peine de tomber plus bas que la coupable dans l'opinion publique. Un procès scandaleux réjouirait trop ses ennemis. Ils en profiteraient pour le calomnier, pour ébranler sa haute situation officielle. Bref, tout comme la première, cette solution l'empêchait d'atteindre son but, qui était de sortir de la crise avec le moins de troubles possible. Du reste, une instance en divorce jetterait définitivement sa femme dans les bras de Vronsky. Or, malgré la hautaine indifférence qu'Alexis Alexandrovitch croyait éprouver pour Anna,
Un sentiment très vif lui restait au fond de l'âme, l'horreur de tout ce qui tendrait à la rapprocher de son amant, rendre sa faute profitable. Cette pensée faillit lui arracher un cri de douleur. Il se leva dans sa voiture, changea de place, et le visage de plus en plus sombre enveloppa longuement de son plaid ses maigres jambes frileuses. Une fois calmé, il reprit le cours de ses méditations. Je pourrais peut-être suivre l'exemple de Karibanov, de Paskoudine et de ce bon drap, et me contenter d'une simple séparation. Mais il vit aussitôt que cette mesure présentait les mêmes inconvénients qu'un divorce formel et jetait tout aussi bien sa femme dans les bras de Vronsky. Non, c'est impossible, décida-t-il à voix haute, et il se remit à tirailler son plaid. L'important est que je ne souffre pas et que ni lui ni elle ne soient heureux. Tout en le délivrant des affres de la jalousie, l'aveu d'Anna avait fait naître au fond de son cœur un sentiment qu'il n'osait s'avouer, à savoir le désir de la voir expier par la souffrance l'atteinte qu'elle avait portée à son repos et à son honneur. Une fois encore, Alexis Alexandrovitch pesa le pour et le contre des 3 solutions qu'il venait d'envisager. Après les avoir rejetées définitivement, il se convainquit que le seul moyen de sortir de cette impasse était, tout en cachant son malheur au monde, de garder sa femme et d'employer tous les moyens imaginables pour que la liaison fût rompue et, ce qu'il ne s'avouait pas, pour que la coupable expiât sa faute. Je dois lui déclarer qu'après avoir étudié toutes les solutions possibles à la pénible situation dans laquelle nous nous trouvons de son fait, j'estime le statu quo apparent préférable pour nous deux et que je consens à la conserver à la condition expresse qu'elle cessera toute relation avec son amant. Cette résolution prise, Alexis Alexandrovitch s'avisa d'un argument qui la sanctionnait dans son esprit. De cette façon et seulement de cette façon, j'agis conformément aux préceptes de notre religion. Je ne repousse pas la femme adultère, je lui donne le moyen de s'amender, et même, si pénible que ce soit pour moi, je consacre une partie de mon temps, de mes forces, à sa réhabilitation. Alexis Alexandrovitch savait fort bien qu'il ne pourrait avoir sur sa femme aucune influence, que toute tentative en ce sens serait purement illusoire. Pas un instant, au cours de ces minutes douloureuses, il n'avait songé à chercher un point d'appui dans la religion. Mais sitôt qu'il crut celle-ci d'accord avec la détermination qu'il venait de prendre, cette sanction lui devint un apaisement. Il se sentit soulagé en songeant que personne ne pourrait lui reprocher d'avoir, dans une crise aussi grave de sa vie, agi contrairement à la doctrine de cette religion dont il avait toujours porté si haut le drapeau au milieu de l'indifférence générale. En y réfléchissant, il finit même par se dire qu'en définitive ses rapports avec Anna resteraient, à peu de choses près, ce qu'ils avaient été dans les derniers mois. Sans doute, il ne pouvait plus estimer cette femme vicieuse, adultère. Mais souffrir à cause d'elle, bouleverser sa vie, allons donc. Laissons faire le temps, conclut-il. Le temps arrange tout. Un jour viendra peut-être où ces rapports se rétabliront comme par le passé, où ma vie reprendra son cours normal. Il faut qu'elle soit malheureuse. Mais moi qui ne suis pas coupable, je ne dois pas souffrir. Chapitre 14. Quand la voiture approcha de Saint-Pétersbourg, la décision d'Alexis Alexandrovitch était si bien prise qu'il avait déjà composé mentalement la lettre par laquelle il la communiquerait à sa femme. Il jeta en rentrant un coup d'œil sur les papiers du ministère déposés chez le Suisse et les fit porter dans son cabinet. « Qu'on dételle et qu'on ne reçoive personne », répondit-il à une question du Suisse, en appuyant sur le dernier mot avec une sorte de satisfaction, signe évident d'une meilleure disposition d'esprit. Une fois dans son cabinet, il arpenta 2 fois la pièce de long en large pour s'arrêter enfin devant son grand bureau sur lequel le valet de chambre venait d'allumer 6 bougies. Il fit craquer ses doigts, s'assit, prit une plume et du papier, puis, la tête penchée, un coude sur la table, il se mit à écrire après une minute de réflexion. Il ne mit aucun en-tête à sa lettre et l'écrivit en français, employant le pronom « vous » qui n'a pas dans cette langue un caractère de froideur aussi marqué que dans la nôtre. Je vous ai exprimé en vous quittant l'intention de vous communiquer ma résolution relativement au sujet de notre entretien. Après y avoir mûrement réfléchi, je viens remplir cette promesse.
Voici ma décision. Quelle que soit votre conduite, je ne me reconnais pas le droit de rompre des liens qu'une puissance suprême a consacrés. La famille ne saurait être à la merci d'un caprice, d'un acte arbitraire, voire du crime d'un des époux. Notre vie doit donc suivre son cours, cela aussi bien dans votre intérêt que dans le mien et dans celui de votre fils. Je suis fermement convaincue que vous vous repentez d'avoir commis l'acte qui m'oblige à vous écrire, que vous m'aiderez à détruire dans sa racine la cause de notre dissentiment et à oublier le passé. Dans le cas contraire, vous imaginez sans peine ce qui vous attend, vous et votre fils. J'espère vous exposer tout cela en détail lors de notre prochaine rencontre. Comme la saison d'été touche à sa fin, vous m'obligeriez en rentrant en ville le plus tôt possible, mardi au plus tard. Toutes les mesures seront prises pour le déménagement. Veuillez noter que j'attache une importance particulière à ce que vous fassiez droit à ma demande. À Karénie. PS, je joins à cette lettre l'argent dont vous pourriez avoir besoin en ce moment. Il relut sa lettre et s'en montra satisfait. L'idée d'envoyer de l'argent lui parut particulièrement heureuse. Pas un mot dur, pas un reproche, mais aussi pas de faiblesse. L'essentiel était atteint. Il lui faisait un pont d'or pour revenir sur ses pas. Il plia la lettre, passa dessus un grand couteau à papier en ivoire massif, la mit sous enveloppe avec l'argent et sonna en s'abandonnant à la sensation de bien-être qu'il éprouvait toujours après avoir fait usage d'une garniture de bureau si parfaitement ordonnée. Qu'on remette cette lettre au courrier et qu'il la porte demain à Anna Arkadievna. Aux ordres de votre Excellence. Faudra-t-il apporter le thé ici? Oui. Alexis Alexandrovitch, tout en jouant avec son coupe-papier, s'approcha du fauteuil près duquel un guéridon portait la lampe et un ouvrage français sur les tables eugubines, sa lecture du moment. Le portrait d'Anna, œuvre remarquable d'un peintre célèbre, était suspendu dans un cadre ovale au-dessus de ce fauteuil. Alexis Alexandrovitch lui jeta un regard. Deux yeux impénétrables lui rendirent avec cette ironique insolence qu'il avait tant blessé le soir de la fameuse explication. Tout dans ce beau portrait lui parut une odieuse provocation. Depuis la dentelle qui encadrait la tête et les cheveux noirs jusqu'à l'admirable main blanche à l'annulaire chargé de bagues. Quand il l'eut considéré quelques instants, il frissonna de tout le corps et ses lèvres laissèrent échapper un brrr de dégoût. Il se détourna, se laissa tomber dans le fauteuil et ouvrit son livre. Il essaya de lire, mais ne put retrouver l'intérêt très vif que lui avaient jusqu'alors inspiré les tables eugubines. Ses yeux regardaient les pages, ses pensées étaient ailleurs. Ce n'était plus sa femme qui l'occupait, mais une grave complication récemment survenue dans une affaire importante qui constituait pour le moment le principal intérêt de sa carrière. Il se sentait plus que jamais maître de la question et venait même d'avoir à ce sujet une idée de génie. Pourquoi se le dissimuler, qui lui permettrait d'en résoudre toutes les difficultés, d'abaisser ses ennemis, de gravir un nouvel échelon de sa carrière, de rendre un service signalé au pays. Dès que le domestique qui apporta le thé eut quitté la pièce, Alexis Alexandrovitch se leva et s'installa de nouveau à son bureau. Il attira à lui le portefeuille qui contenait les affaires courantes, saisit un crayon et avec un imperceptible sourire de satisfaction, s'absorba dans la lecture des documents relatifs à la difficulté qui le préoccupait. Voici comment elle se présentait. Comme tout fonctionnaire de mérite, Alexis Alexandrovitch possédait un trait caractéristique. Ce trait, qui avait contribué à son élévation au moins autant que son ambition constante, sa probité, son aplomb et sa maîtrise de soi-même, consistait en un mépris absolu de la paperasserie officielle. Il prenait, pour ainsi dire, les affaires corps à corps et les expédiait rapidement, économiquement, en supprimant les écritures inutiles. Or, il arriva que le fameux comité du 2 juin eut à s'occuper d'une affaire qui dépendait des bureaux d'Alexis Alexandrovitch et offrait un exemple frappant des médiocres résultats obtenus par les dépenses et les correspondances officielles. Cette affaire, l'irrigation des terres arables de la province de Zaraïsk,
avait eu pour promoteur le prédécesseur du prédécesseur d'Alexis Alexandrovitch. Beaucoup d'argent y avait été investi en pure perte. Karénine s'en rendit compte dès son entrée au ministère et voulut arrêter les frais. Mais il s'aperçut qu'il allait froisser beaucoup d'intérêts et craignit d'agir sans discernement, car il n'avait pas encore toutes ses coups des franges. Plus tard, au milieu de tant d'affaires, il oublia celle-là, qui continua d'aller son train par la simple force d'inertie. Beaucoup de personnes continuaient à en vivre, entre autres une famille fort honorable et bien douée pour la musique. Toutes les filles jouaient d'un instrument à cordes. Alexis Alexandrovitch avait même été témoin au mariage de l'une d'elles. Cependant, une administration rivale ayant soulevé ce lièvre, Karénine s'en montra fort indignée. Des affaires de ce genre traînaient dans tous les ministères, sans que jamais personne songeât à y aller voir. Entre collègues, pareil procédé manquait de délicatesse. Puisqu'on lui avait jeté le gant, il l'avait hardiment relevé en demandant la nomination d'une commission extraordinaire qui réviserait les travaux de la commission d'irrigation de la province de Zaraïsk. Et il rendit aussitôt à ces messieurs la monnaie de leurs pièces, en appuyant avec la dernière énergie auprès du dit comité une motion tendant à contrôler l'activité de la commission des halogènes. À l'en croire, ces braves gens se trouvaient dans une situation lamentable, et il réclama la nomination immédiate d'une commission non moins extraordinaire. Il s'ensuivit une altercation au sein du comité. Le représentant du ministère hostile à Alexis Alexandrovitch objecta que la situation des halogènes était florissante. La mesure projetée ne pourrait que leur nuire, et si quelque chose clochait, il fallait s'en prendre à la négligence avec laquelle le ministère d'Alexis Alexandrovitch faisait observer les lois. Les choses en étaient restées là, mais Karénine comptait maintenant, premièrement, exiger l'envoi sur place d'une commission d'études, deuxièmement, au cas où la situation des halogènes serait telle que la dépeignaient les documents officiels dont disposait le comité, charger une commission savante de rechercher les causes de ce triste état de choses au point de vue petit a politique, petit b administratif, petit c économique, petit d ethnographique, petit e matériel, petit f religieux. Troisièmement, sommer le ministère hostile de fournir, petit a, des renseignements exacts sur les mesures qu'il avait prises au cours des 10 dernières années pour conjurer les maux dont se plaignaient maintenant les halogènes. Petit b, des éclaircissements sur le fait d'avoir agi en contradiction absolue avec l'article 18 et la note à l'article 36 du tome 123 des lois fondamentales de l'Empire, ainsi que le prouvaient parmi les pièces soumises au comité 2 documents portant les numéros 17015 et 18398 et datés respectivement du 5 décembre 1863 et du 7 juin 1864. Tandis qu'Alexis Alexandrovitch couchait ses idées par écrit, son visage se colorait d'une vive rougeur. Quand il eut couvert toute une page de son écriture, il se leva, sonna et fit porter un mot à son chef de cabinet pour lui demander quelques renseignements supplémentaires. En passant devant le portrait, il ne put se retenir d'y jeter un nouveau coup d'œil, non sans une moue de mépris. Il se replongea enfin dans sa lecture et étudia cette fois les tables eugubines avec le même intérêt qu'il y avait pris jusqu'alors. À 11 heures précises, il passa dans sa chambre à coucher et lorsque, avant de s'endormir, il se rappela la fâcheuse conduite de sa femme, il ne vit plus les choses sous un aspect aussi lugubre qu'auparavant. Chapitre 15. Anna avait obstinément refusé de se rendre aux raisons de Vronsky. Cependant, au fond du cœur, elle sentait tout comme lui la fausseté de sa situation et ne désirait rien tant que d'en sortir. Aussi, quand sous l'empire de l'émotion la veuve fatale lui eut échappé, elle éprouva malgré tout un certain soulagement. Demeurée seule, elle allait se répétant que, Dieu merci, tout équivoque prenait fin. Plus besoin désormais de tromper, de mentir. Et elle voyait là une compensation au mal que son aveu avait fait à son mari et à elle-même. Pourtant, à l'heure du rendez-vous, elle n'eut garde de prévenir Vronsky comme elle aurait dû le faire pour que la situation fût vraiment nette.
Le lendemain matin, dès son réveil, les paroles qu'elle avait dites à son mari lui étant revenues à la mémoire, la brutalité lui en parut si monstrueuse qu'elle ne put concevoir comment elle avait eu le courage de les prononcer. Impossible maintenant de les reprendre. Qu'allait-il en résulter? Alexis Alexandrovitch était parti sans faire connaître sa décision. J'ai revu Vronsky et me suis tue. Au moment où il s'en allait, j'ai voulu tout lui dire, mais j'y ai renoncé parce qu'il eût sans doute trouvé étrange que je ne me sois point expliqué dès l'abord. Pourquoi, voulant parler, ai-je néanmoins gardé le silence? En réponse à cette question, une rougeur brûlante lui couvrit le visage. Elle comprit que ce qui l'avait retenue, c'était la honte. Et cette situation, que la veille au soir elle croyait éclaircie, lui parut plus inextricable que jamais. Elle eut pour la première fois l'appréhension du déshonneur, et s'affola en réfléchissant aux différents partis que pourrait prendre son mari. Le régisseur allait venir pour la chasser de la maison. Sa faute serait proclamée à l'univers entier. Où trouverait-elle refuge? Elle n'en savait trop rien. Songeait-elle à Vronsky, elle s'imaginait qu'il ne l'aimait point, qu'il commençait à se lasser. Comment irait-elle s'imposer à lui? Et un sentiment d'amertume s'élevait dans son âme contre lui. Les aveux qu'elle avait faits à son mari la poursuivaient. Elle croyait les avoir prononcés devant tout le monde et avoir été entendue de tous. Oserait-elle maintenant regarder en face ceux avec lesquels elle vivait? Elle ne pouvait se résoudre à sonner sa femme de chambre, encore moins à descendre déjeuner avec son fils et la gouvernante. La femme de chambre, qui était venue plus d'une fois écouter à la porte, se décida à entrer. Anna prit peur, rougit, l'interrogea du regard. La camériste s'excusa, elle avait cru entendre la sonnette. Elle apportait une robe et un billet. Ce billet était de Betsy. N'oubliez pas, écrivait celle-ci, que Lise Merkaloff et la baronne Stolz se réunissent tantôt chez moi avec leurs soupirants, Kalouchski et le vieux Stremov, pour faire une partie de croquet. Croyez-moi, venez, l'étude de mœurs en vaut la peine. Anna parcourut le billet et poussa un profond soupir. Oh, je n'ai besoin de rien, dit-elle à Anouchka qui rangeait les flacons de la table de toilette. Tu peux te retirer. Je vais m'habiller, je descendrai bientôt. Je n'ai besoin de rien. De rien. Anouchka sortit, mais Anna ne s'habilla pas. La tête baissée, les bras pendants, elle frissonnait, esquissait un geste, voulait parler, mais retombait dans le même engourdissement. Mon Dieu, répétait-elle machinalement sans attacher le moindre sens à cette exclamation. Elle croyait certes fermement à la vérité de la religion dans laquelle on l'avait élevée, mais elle ne songeait pas plus à en implorer les secours qu'à chercher refuge auprès d'Alexis Alexandrovitch. Ne savait-elle pas d'avance que cette religion lui faisait d'abord un devoir de renoncer à ce qui constituait son unique raison de vivre? Sa torture morale s'aggravait d'un sentiment nouveau, qu'elle voyait avec épouvante s'emparer de sa conscience. Elle sentait double, comme parfois des yeux fatigués voient double, et ne savait plus par instant ni ce qu'elle craignait, ni ce qu'elle désirait. Était-ce le passé ou l'avenir? Et que désirait-elle au juste? Ah, ça, mais que fais-je donc? S'exclama-t-elle en éprouvant soudain une vive douleur aux tempes. Elle s'aperçut alors qu'elle tenait ses cheveux à deux mains et les tirait des deux côtés de la tête. Elle sauta du lit et se mit à marcher. Le café est servi et mademoiselle attend avec Serge, dit Anouchka en rentrant dans la chambre. Serge? Que fait Serge? s'enquit Anna, s'animant à la pensée de son fils dont, pour la première fois ce matin-là, elle se rappelait soudain l'existence. Des bêtises, je crois, répondit Anouchka en souriant. Des bêtises? Oui, il a pris une dépêche qui se trouvait dans le petit salon et il l'a mangée en cachette, à ce qu'il paraît. Le souvenir de son enfant fit sortir Anna de l'impasse morale où elle se débattait. Le rôle, mi-sincère, mi-factice, qu'elle avait assumé depuis quelques années, celui d'une mère entièrement consacrée à son fils, lui revint à la mémoire, et elle sentit avec bonheur qu'après tout, il lui restait un point d'appui en dehors de son mari et de Vronsky. Quelque situation qui lui fût imposée, elle n'abandonnerait point le petit Serge. Son mari pouvait la chasser, la couvrir de honte, Vronsky s'éloigner d'elle et reprendre sa vie indépendante, ce à quoi elle ne songea point sans un nouvel accès d'amertume, mais elle ne saurait sacrifier son enfant.
Elle avait donc un but dans la vie. Il fallait agir à tout prix, sauvegarder sa position par rapport à son fils, l'emmener avant qu'on ne le lui enlevât. Oui, il fallait partir avec lui, partir au plus tôt, et pour cela se calmer, se délivrer de cette angoisse qui la torturait. Et la pensée d'une action ayant son fils pour but, d'un départ avec lui n'importe où, l'apaisait déjà. Elle s'habilla en hâte, descendit et pénétra d'un pas ferme dans le salon où, comme d'habitude, l'attendaient pour déjeuner Serge et sa gouvernante. Debout près d'un trumeau, Serge, tout de blanc vêtu, le dos voûté et la tête baissée, triait des fleurs avec une attention concentrée. Dans ces moments-là, assez fréquents chez lui, il ressemblait à son père. Dès qu'il aperçut Anna, il poussa un de ces cris perçants dont il était coutumier. « Ah, maman !» Puis il s'arrêta indécis, ne sachant trop s'il jetterait les fleurs pour courir à sa mère ou s'il achèverait son bouquet pour les lui offrir. La gouvernante avait un air sévère. Après un échange de politesse, elle entama le récit, long et circonstancié, du méfait de Serge. Anna ne l'écoutait point. Elle se demandait s'il faudrait aussi emmener cette femme. « Non, je la laisserai, décida-t-elle. Je partirai seule avec mon fils. » « Oui, c'est très mal, dit-elle enfin, et prenant Serge par l'épaule, elle posa sur lui un regard anxieux qui troubla le petit tout en le rassurant. « Laisse-le-moi, dit-elle à la gouvernante étonnée, et sans quitter le bras de l'enfant, elle s'assit à la table où le café était servi. « Maman, je ne... » balbutiait Serge, en cherchant à lire sur le visage de sa mère ce que lui vaudrait l'histoire de la pêche. « Serge, dit Anna aussitôt que la gouvernante se fut retirée, c'est mal, mais tu ne le feras plus, n'est-ce pas ? Tu m'aimes ?» Un attendrissement la gagnait. « Puis-je ne pas l'aimer, pensait-elle, en scrutant le regard heureux et ému de l'enfant. Se peut-il qu'il se joigne à son père pour me punir ? Se peut-il qu'il n'ait pas pitié de moi ? Des larmes coulaient le long de ses joues. Pour les cacher, elle se leva brusquement et se réfugia presque en courant sur la terrasse. Aux pluies orageuses des derniers jours avait succédé un temps clair, mais froid en dépit du soleil dont les rayons filtraient à travers le feuillage délavé. L'air frais aggrava le malaise d'Anna. Elle frissonna. « Va retrouver Mariette, dit-elle à Serge qui l'avait suivie, et elle se mit à marcher sur les nattes qui recouvraient le sol de la terrasse. Se peut-il vraiment, songeait-elle, qu'on ne me pardonne pas, qu'on se refuse à comprendre qu'il n'en pouvait être autrement ? Elle s'arrêta, contempla un moment les cimes des trembles, dont les feuilles encore humides luisaient au soleil, et comprit soudain qu'on ne lui pardonnerait point, que le monde entier serait sans pitié pour elle, comme ce ciel et cette verdure. De nouveau, elle se sentit en proie aux hésitations, au dédoublement intérieur. « Allons, se dit-elle, il ne faut pas penser, il faut fuir, mais où, quand, avec qui ? À Moscou, par le train du soir ? J'emmènerai Serge et Anouchka et ne prendrai que le strict nécessaire. Mais il me faut d'abord leur écrire à tous les deux. » En rentrant vivement dans son boudoir, elle s'assit à son bureau pour écrire à son mari. « Après ce qui s'est passé, je ne puis vivre chez vous. Je pars et j'emmène mon fils. Ne connaissant pas la loi, j'ignore avec qui il doit rester, mais je l'emmène parce que je ne puis vivre sans lui. Soyez généreux, laissez-le-moi. » Jusque-là, elle avait écrit d'une plume rapide et d'un ton naturel, mais cet appel à une générosité qu'elle ne reconnaissait pas à Alexis Alexandrovitch et la nécessité de terminer par quelques paroles touchantes l'arrêtèrent. « Je ne puis parler de ma faute et de mon repentir parce que... » Elle s'arrêta encore car elle ne trouvait pas de mots pour exprimer sa pensée. « Non, se dit-elle, il ne faut rien de tout cela. » Et, déchirant sa lettre, elle en écrivit une autre d'où elle exclut tout appel à la générosité de son mari. La seconde lettre devait être pour Vronsky. « J'ai tout avoué à mon mari », commença-t-elle, mais elle demeura longtemps sans pouvoir continuer. C'était si brutal, si peu féminin. D'ailleurs, que puis-je lui écrire ? Une fois de plus, elle rougit encore de honte, et se rappelant avec une certaine aigreur la placidité du jeune homme, elle déchira son billet en 1000 morceaux. Mieux vaut se taire, décida-t-elle en fermant son buvard. Elle monta annoncer à la gouvernante et aux domestiques qu'elle partait le soir même pour Moscou et commença sans plus tarder ses préparatifs de voyage. Chapitre 16. Les domestiques, le concierge et jusqu'au jardinier avaient envahi toutes les pièces. Les commodes et les armoires étaient grandes ouvertes. Des journaux jonchaient le plancher. On avait couru par 2 fois acheter des cordes, 2 malles, des valises, un paquet de plaids encombrait l'antichambre.
La voiture et 2 fiacres attendaient devant le perron. Debout devant la table de son boudoir, Anna, un peu calmée par la fièvre des préparatifs, rangeait elle-même son sac de voyage quand Anouchka attira son attention sur un bruit de voiture tout proche. Elle regarda par la fenêtre et aperçut le courrier d'Alexis Alexandrovitch qui sonnait à la porte d'entrée. « Va voir ce que c'est, dit-elle, et, croisant ses bras sur ses genoux, elle s'assit résignée dans un fauteuil. Un domestique apporta un grand paquet dont l'adresse était de la main d'Alexis Alexandrovitch. « Le courrier a l'ordre d'attendre une réponse, dit-il. »« C'est bien, répondit-elle, et dès que le valet se fut éloigné, elle déchira d'une main tremblante l'enveloppe, d'où s'échappa une liasse de billets de banque. Elle trouva enfin la lettre et alla tout droit à la fin. « Toutes les mesures seront prises pour le déménagement. Veuillez noter que j'attache une importance particulière à ce que vous fassiez droit à ma demande. » Elle parcourut ensuite la lettre, la lut enfin tout entière d'un bout à l'autre. Elle se prit alors à frissonner, se sentit écrasée par un malheur terrible, imprévu. Le matin même, elle regrettait son aveu et aurait voulu reprendre ses paroles. Voici qu'une lettre les considérait comme non avenues, lui donnait ce qu'elle avait désiré, et ces quelques lignes lui paraissaient dépasser ses plus noires prévisions. « Il a raison, murmura-t-elle. Comment n'aurait-il pas toujours raison? N'est-il pas chrétien et magnanime? Oh, que cet homme est vil et méprisable. Et dire que personne ne le comprend et ne le comprendra que moi, qui suis impuissante à m'exprimer. Ils vantent sa piété, sa probité, son intelligence, mais ils ne voient pas ce que j'ai vu. Ils ignorent que pendant 8 ans, il a étouffé tout ce qui palpitait en moi, sans jamais s'apercevoir que j'étais une créature vivante et que j'avais besoin d'amour. Ils ignorent qu'il me blessait à chaque pas et n'en restait que plus satisfait de lui-même. N'ai-je pas cherché de toutes mes forces à donner un but à mon existence? N'ai-je pas fait mon possible pour l'aimer? Et quand je n'ai pu y réussir, n'ai-je pas reporté mon amour sur mon fils? Mais un temps est venu où j'ai compris que je ne pouvais plus me faire d'illusions, que j'étais un être de chair et d'os. Est-ce ma faute si Dieu m'a fait ainsi, si j'ai besoin d'aimer et de vivre? Et maintenant, s'il me tuait, s'il tuait l'autre, je pourrais comprendre, pardonner. Mais non, comment n'ai-je pas deviné ce qu'il ferait? Une nature basse comme la sienne ne pouvait agir autrement. Il devait défendre ses droits et moi, malheureuse, me perdre plus encore. Vous imaginez sans peine ce qui vous attend, vous et votre fils. C'est évidemment une menace de m'enlever mon fils. Leurs absurdes lois l'y autorisent sans doute. Mais ne vois-je pas pourquoi il me dit cela? Il ne croit pas à mon amour pour mon fils. Il méprise ce sentiment dont il s'est toujours raillé. Mais il sait que je ne l'abandonnerai pas, parce que sans mon fils, la vie ne me serait pas supportable, même avec celui que j'aime, et que si je l'abandonnais, je tomberais au rang des femmes les plus viles. Il sait tout cela, il sait que jamais je n'aurai la force d'agir ainsi. Notre vie doit rester la même, affirme-t-il. Mais cette vie a toujours été un tourment, et dans les derniers temps, c'était pis. Que serait-ce donc maintenant? Il le sait bien, il sait que je ne puis me repentir de respirer, d'aimer. Il sait que de tout ce qu'il exige, il ne peut résulter que fausseté et mensonge. Mais il lui faut à tout prix prolonger ma torture. Je le connais. Je sais qu'il nage dans le mensonge comme un poisson dans l'eau. Eh bien non, je ne lui donnerai pas cette joie. Je romprai ce tissu d'hypocrisie dans lequel il prétend m'envelopper. Advienne que pourra, tout vaut mieux que tromper et mentir. Mais comment m'y prendre? Mon Dieu, y a-t-il jamais eu une femme aussi malheureuse que moi? Eh bien oui, je vais le rompre, s'écria-t-elle en s'approchant de son bureau pour écrire une autre lettre à son mari. Mais, au fond de l'âme, elle sentait bien qu'elle ne romprait rien du tout. Si fausse que fût sa situation, elle n'aurait point le courage d'en sortir. Assise devant son bureau, elle appuya au lieu d'écrire sa tête sur ses bras et se prit à pleurer comme pleurent les enfants, avec des sanglots qui lui soulevaient la poitrine. Elle comprenait maintenant combien elle s'était leurrée en croyant la situation prête à s'éclaircir.
Elle savait que tout resterait comme par le passé, que tout irait même beaucoup plus mal. Elle sentait aussi que cette position dans le monde, dont elle faisait si bon marché il y a quelques heures, lui était chère, qu'elle ne trouverait pas la force de l'échanger contre celle d'une femme qui aurait quitté mari et enfants pour suivre son amant. Non. Quelque effort qu'elle fît, elle ne pourrait jamais dominer sa faiblesse. Jamais elle ne connaîtrait l'amour dans sa liberté. Elle resterait toujours la femme criminelle, constamment menacée d'être surprise, trompant son mari avec un homme dont elle ne pourrait jamais partager la vie. Cette destinée lui paraissait si effroyable qu'elle n'osait ni l'envisager, ni lui prévoir un dénouement. Et elle pleurait sans retenue comme un enfant puni. Les pas du domestique la firent tressaillir. Détournant son visage, elle fit semblant d'écrire. « Le courrier demande une réponse, dit le domestique. « Une réponse ? Oui, qu'il attende. Je sonnerai. » Que puis-je écrire, songea-t-elle. Que décider toute seule, que puis-je vouloir? Et s'accrochant au premier prétexte venu pour échapper au dédoublement qu'à sa grande épouvante elle sentait renaître en elle. Il faut que je voie Alexis, décida-t-elle. Lui seul peut me dire ce que je dois faire. J'irai chez Betsy peut-être, les rencontrerai-je. Elle oubliait complètement que la veille au soir, ayant dit à Vronsky qu'elle n'irait pas chez la princesse Tverskoï, celui-ci avait déclaré ne pas vouloir y aller non plus. Elle écrivit aussitôt à son mari ces mots laconiques. « J'ai reçu votre lettre. Ah !» Elle sonna et remit le billet au valet de chambre. « Nous ne partons plus, dit-elle à Anouchka qui entrait. « Plus du tout ? Ne déballez pas avant demain et que la voiture attende. Je vais chez la princesse. » « Quelle robe madame mettra-t-elle » Chapitre 17. La société qui se réunissait chez la princesse Tverskoï pour la partie de croquet à laquelle Anna était invitée comprenait 2 dames et leurs adorateurs. Ces dames étaient les personnalités les plus marquantes d'une nouvelle coterie pétersbourgeoise qui, par imitation de quelque autre imitation, se faisaient appeler les 7 merveilles du monde. Toutes 2 appartenaient au grand monde, mais à une fraction hostile à celle que fréquentait Anna. En outre, le cavalier servant de Lise Merkalov, le vieux Stremov, un des hommes les plus influents de Pétersbourg, était l'ennemi déclaré d'Alexis Alexandrovitch. Pour toutes ces raisons, Anna avait cru devoir décliner une première invitation de Betsy, refus auquel celle-ci faisait allusion dans son billet. Mais l'espoir de rencontrer Vronsky l'ayant fait changer d'avis, elle arriva la première chez la princesse. Au moment où elle pénétrait dans l'antichambre, un personnage qu'on eût pris avec ses favoris bien peignés pour un gentilhomme de la chambre lui céda le pas en se découvrant. Elle reconnut le domestique de Vronsky et se souvint alors que celui-ci l'avait prévenu qu'il ne viendrait pas. Sans doute envoyait-il un billet pour s'excuser. Tandis qu'elle se débarrassait de son manteau, elle entendit cet homme proclamer, en prononçant les R comme un gentilhomme de la chambre, de la part de monsieur le comte pour madame la princesse, et faillit lui demander où se trouvait son maître. Elle avait grande envie de rentrer pour écrire à Vronsky de venir la rejoindre ou d'aller elle-même le trouver. Mais il était trop tard. Une sonnerie avait déjà annoncé sa visite et, figé dans une attitude respectueuse près de la porte qu'il venait d'ouvrir toute grande, un des valets de la princesse attendait qu'elle daignât pénétrer dans l'appartement. Quand elle fut dans la première pièce, un second valet vint annoncer que la princesse était au jardin. « On va la prévenir, ajouta-t-il, à moins que madame ne veuille la rejoindre. » La situation devenait de plus en plus confuse. Sans avoir vu Vronsky, sans avoir pu prendre aucune décision, Anna devait demeurer avec des étrangers dont les préoccupations différaient fort des siennes. Néanmoins, elle se sentit bientôt plus à l'aise. Cette atmosphère d'oisiveté solennelle lui était familière. Elle n'ignorait pas que sa robe lui allait à ravir et, n'étant plus seule, elle ne pouvait se creuser la tête sur le meilleur parti à prendre. Aussi, quand elle vit venir Betsy dans une toilette blanche d'une extrême élégance, elle l'accueillit avec son sourire habituel. Betsy était accompagnée de Tchoukevitch et d'une jeune parente de province qui, à la grande joie de sa famille, passait l'été chez la célèbre princesse. Anna avait probablement un air étrange, car Betsy lui en fit aussitôt l'observation. «
Je mal dormi, répondit Anna, dont les regards suivaient à la dérobée un domestique qui s'approchait de leur groupe et devait, songeait-elle, apporter le billet de Vronsky. Je suis bien contente que vous soyez venue, dit Betsy. Je n'en puis plus et je voulais justement prendre une tasse de thé avant leur arrivée. Et vous, dit-elle en se tournant vers Tchoukevitch, vous feriez bien d'aller avec Macha essayer le croquet grande. Vous savez, là où l'on a tondu le gazon. Nous ferons la causette en prenant le thé. We'll have a cozy chat. N'est-ce pas, reprit-elle en souriant à Anna en lui serrant la main. D'autant plus volontiers que je ne puis rester longtemps. Il faut absolument que j'aille chez la vieille Vrede. Voilà 100 ans que je lui promets une visite, dit Anna, à qui le mensonge, pourtant contraire à sa nature, devenait, quand elle se trouvait dans le monde, une chose fort simple, fort naturelle, voire fort amusante. Pourquoi disait-elle une chose à laquelle elle ne songeait même pas une minute plus tôt? C'est que, sans trop s'en rendre compte, elle cherchait à se ménager une porte de sortie pour tenter, au cas où Vronsky ne viendrait point, de le rencontrer quelque part. Mais pourquoi le nom de cette vieille demoiselle d'honneur lui vint-il à l'esprit plutôt qu'un autre? Elle n'aurait certes pu le dire, et cependant l'événement prouva que de toutes les finesses dont elle pouvait user, celle-ci était la meilleure. « Oh non, je ne vous laisse pas partir, rétorqua Betsy en dévisageant Anna. En vérité, si je ne vous aimais pas tant, j'aurais lieu de me fâcher. Craignez-vous donc que ma société vous compromette? Le thé au petit salon, s'il vous plaît, ordonna-t-elle avec un clignement d'yeux qui lui était habituel quand elle adressait la parole à ses domestiques. Et prenant le billet, elle le parcourut. Alexis nous fait faux bond, dit-elle en français. Il s'excuse de ne pouvoir venir, ajouta-t-elle du ton le plus naturel, comme si elle n'eût jamais supposé un seul instant que son amie pût voir en Vronsky autre chose qu'un partenaire au jeu de croquet. Betsy savait parfaitement à quoi s'en tenir. Anna n'en doutait point, et pourtant chaque fois qu'elle l'entendait lui parler de Vronsky, la conviction lui venait que la princesse ignorait tout. « Ah !» fit Anna, jouant l'indifférence. « Comment votre société pourrait-elle compromettre quelqu'un ?» reprit-elle en souriant. Pour Anna, comme pour toutes les femmes, cette façon de cacher un secret en jouant avec les mots avait un très grand charme. Elle obéissait moins au besoin qu'au plaisir de dissimuler. « Je ne saurais, continua-t-elle, me montrer plus catholique que le pape, Stremov et Lys Merkalov. Mais c'est le dessus du panier de la société. D'ailleurs, ne sont-ils pas reçus partout? Quant à moi, elle appuya sur ce mot, je n'ai jamais été ni sévère ni intolérante. Croyez-moi, je suis tout bonnement très pressée. Mais peut-être ne tenez-vous pas à rencontrer Stremov. Qu'il rompe des lances avec Alexis Alexandrovitch dans leur commission, peu nous importe. Il n'y a pas d'homme plus aimable dans le monde, ni de joueur plus passionné au croquet. Vous verrez cela. Vous verrez aussi avec quel esprit ce vieil amoureux de Lise se tire d'une situation plutôt comique. Un charmant homme, je vous assure. Et sa fausse Stubbs, vous ne la connaissez pas? Elle est tout à fait dernier cri. Tout en bavardant, Betsy regardait Anna d'un air qui laissait entendre qu'elle devinait l'embarras de son amie et cherchait un moyen de l'en faire sortir. En attendant, il faut répondre à Alexis, reprit-elle, et s'asseyant à son bureau, elle écrivit un mot qu'elle mit sous enveloppe. Je lui demande de venir dîner. Il me manque un cavalier pour une de mes dames. Voyez donc si mon éloquence est assez persuasive. Excusez-moi de vous quitter un instant, j'ai un ordre à donner. Cachetez à envoyer, je vous en prie, lui dit-elle sur le pas de la porte. Sans hésiter un instant, Anna prit la place de Betsy au bureau et, sans lire le billet, y ajouta ces lignes. « J'ai absolument besoin de vous voir. Trouvez-vous vers 6 heures dans le jardin de mademoiselle Fred. J'y serai. » Elle ferma la lettre que Betsy expédia en rentrant. Les deux amies eurent effectivement un cosy chat en prenant le thé qu'on leur servit sur un guéridon dans le boudoir, pièce fraîche et intime. La conversation roula sur les personnes qu'elles attendaient, plus particulièrement sur Lys Merkalov. « Elle est charmante et m'a toujours été sympathique, dit Anna. Vous lui devez bien cela, elle vous adore. Hier soir, après les courses, elle a été désolée de ne plus vous trouver auprès de moi. Elle voit en vous une véritable héroïne de roman et prétend que, si elle était homme, elle ferait 1000 folies pour vous. Stremov lui a dit qu'elle en faisait déjà suffisamment comme ça. Mais expliquez-moi donc une chose que je n'ai jamais comprise, dit Anna après un moment de silence, et sur un ton qui prouvait clairement qu'elle attachait à sa question plus d'importance qu'il n'eût fallu. Quel rapport y a-t-il entre elle et le prince Kalouchki, Mishka comme on l'appelle? Je les connais très peu. Qu'y a-t-il entre eux? Betsy sourit des yeux et regarda attentivement Anna.
C'est le nouveau genre, répondit-elle. Toutes ces dames ont jeté leurs bonnets par-dessus les moulins, mais il y a la manière. Oui, mais quel rapport y a-t-il entre elle et le prince Kalouchski? Betsy, peu rieuse de sa nature, céda pourtant à un irrésistible accès de fou rire. Mais vous marchez sur les traces de la princesse Miyaki, dit-elle, sans pouvoir retenir ce rire contagieux propre aux personnes qui ne se dérident que rarement. Il faut le leur demander, voyons. Riez tant qu'il vous plaira, dit Anna, gagnée par cette bonne humeur, mais je n'y ai réellement jamais rien compris. Quel est le rôle du mari? Le mari? Mais celui de Louise porte son plaid et se tient à son service. Quant au fond de la question, personne ne tient à le connaître. Il y a, vous le savez, des articles de toilette dont on ne parle jamais dans la bonne société. Il en va de même de ces questions-là. Irez-vous à la fête des Rolandaki, s'enquit Anna pour changer de conversation? Je ne pense pas, répondit Betsy. Et sans regarder son amie, elle remplit avec précaution d'un thé parfumé 2 minuscules tasses de porcelaine transparente et en tendit une à Anna. Puis, glissant un paritos dans un fume-cigarette d'argent, elle l'alluma. Voyez-vous, dit-elle, sa tasse à la main et d'un ton devenu sérieux, je suis dans une situation privilégiée. Mais je vous comprends, vous, et je comprends Lise. Lise est une de ces natures naïves, enfantines, qui ignorent le bien et le mal. Du moins était-elle ainsi dans sa jeunesse. Et depuis qu'elle a compris que cette naïveté lui seyait, elle fait semblant de ne pas comprendre. Cela lui va tout de même. Que voulez-vous? On peut considérer les mêmes choses sous des jours très différents. Les uns les prennent au tragique et s'en font un tourment. Les autres les envisagent plus simplement ou même avec gaieté. Peut-être avez-vous des façons de voir trop tragiques. Que je voudrais connaître les autres autant que je me connais moi-même, dit Anna d'un air pensif. Suis-je meilleure ou pire que les autres? Il me semble que je dois être pire. Vous êtes une enfant, tout simplement, dit Betsy. Mais les voilà. Chapitre 18. Chapitre 18. Des pas se firent entendre, puis une voix d'homme, ensuite une voix de femme et finalement un éclat de rire. Après quoi les visiteurs attendus apparurent. C'était Sappho Stolz et un jeune homme qui répondait au nom de Vaska et dont le visage rayonnait d'une santé quelque peu exubérante. Les truffes, les viandes saignantes et le vin de Bourgogne lui avaient trop bien réussi. Vaska salua les 2 dames en entrant, mais le regard dont il les gratifia ne dura guère qu'1 seconde. Il traversa le salon derrière Sappho comme s'il eût été mené en laisse, la dévorant de ses yeux avides. Sappho Stolz, une blonde aux yeux noirs, hissée sur des souliers à talons énormes, alla d'un pas menu mais délibéré donner aux dames une poignée de main vigoureuse et toute masculine. Anna, qui n'avait encore jamais rencontré cette nouvelle étoile, fut frappée de sa beauté, de sa souveraine élégance, de sa désinvolture. Un échafaudage de cheveux vrais et faux d'une délicate nuance dorée donnait à la tête de la baronne à peu près la même hauteur qu'à son buste, lequel était très bombé et très apparent. L'impétuosité de sa démarche accusait à chaque mouvement les formes de ses genoux et de ses jambes, et le balancement de son énorme pouf incitait à se demander où pouvait bien prendre fin ce charmant petit corps si découvert du haut et si dissimulé du bas. Betsy se hâta de la présenter à Anna. « Imaginez-vous que nous avons failli écraser 2 militaires, commença-t-elle aussitôt, souriante et clignotante, tout en rappelant à l'ordre la queue de sa robe qui s'égarait trop d'un côté. J'étais avec Vaska. Ah, j'oubliais, vous ne le connaissez pas. » Et elle présenta sous son vrai nom le jeune homme à Anna en rougissant et en riant très fort de l'avoir appelé Vaska devant une inconnue. Le personnage salua une seconde fois Madame Karénine, mais ne lui dit pas un traître mot. Ce fut à Sappho qu'il adressa la parole. « Vous avez perdu votre pari, fit-il en souriant. Nous sommes arrivés bon premiers. Il ne vous reste qu'à payer. Sappho rit encore plus fort. Pas maintenant, en tout cas. Peu importe, vous paierez plus tard. C'est bon, c'est bon. Ah, mon Dieu, s'écria-t-elle tout à coup en se tournant vers la maîtresse de maison. J'oubliais de vous dire, étourdie que je suis. Je vous amène un autre. Tenez, le voici. Le personnage oublié par Sappho se trouva être d'une telle importance que, malgré sa jeunesse, les dames se levèrent pour le recevoir.
C'était le nouveau soupirant de Sappho qui, à l'exemple de Vaska, suivait tous ses pas. Bientôt arrivèrent le prince Kalouchki et Lise Merkalov accompagnés de Stremov. Lise était une brune plutôt maigre, avait le type oriental, l'air indolent et de beaux yeux que tout le monde disait énigmatiques. Sa toilette sombre, qu'Anna remarqua et apprécia aussitôt, convenait admirablement à son genre de beauté. À la brusquerie de Sappho, Lise opposait laisser aller plein d'abandon. C'est à cette dernière qu'allèrent les préférences d'Anna. Dès qu'elle la vit, elle trouva que Betsy avait eu tort de critiquer ses airs d'enfant innocent. Pour gâter que fut Lise, sa naïve inconscience désarmait. Ses manières n'étaient pas meilleures que celles de Sappho. Elle aussi menait à sa suite, cousus à sa peau, deux adorateurs qui la dévoraient des yeux, l'un jeune, l'autre vieux. Mais il y avait en elle quelque chose de supérieur à son entourage. On eût dit un diamant parmi des verroteries. L'éclat de la pierre précieuse brillait dans ses beaux yeux vraiment énigmatiques, cernés d'un halo bistre et dont le regard, là bien que lourd de passion, frappait par sa sincérité. Quiconque rencontrait ce regard croyait lire dans l'âme de Lise, et la connaître, c'était l'aimer. À la vue d'Anna, son visage s'illumina d'un sourire de joie. « Ah, que je suis contente de vous voir, dit-elle en s'approchant. Hier soir aux courses, je voulais arriver jusqu'à vous, mais vous veniez justement de partir. C'est horrible, n'est-ce pas ?» dit-elle en lui accordant un de ces regards qui semblaient vous ouvrir son cœur. « Oui, je n'aurais jamais cru que cela pût émouvoir à ce point, répondit Anna en rougissant. Les joueurs de croquet se levèrent pour aller au jardin. Je n'irai pas, dit Lise en s'asseyant plus près d'Anna. Vous non plus, n'est-ce pas? Quel plaisir peut-on trouver à un jeu pareil? Mais j'aime assez cela, dit Anna. Comment faites-vous pour ne pas vous ennuyer? On se sent heureuse rien qu'en vous regardant. Vous vivez, vous. Moi, je m'ennuie. Vous vous ennuyez, mais votre société passe pour la plus gaie de tout Pétersbourg. Peut-être ceux à qui nous paraissons si gais s'ennuient-ils encore plus que nous. Mais moi, du moins, je ne m'amuse certainement pas. Je m'ennuie affreusement. Sappho, après avoir allumé une cigarette, entraîna les jeunes gens au jardin. Betsy et Stremov restèrent près de la table à thé. « Que dites-vous là ?» s'exclama Betsy. « Sappho prétend qu'on a fort bien passé le temps chez vous hier soir. » Ne m'en parlez pas, c'était à périr d'ennui. Tout le monde est venu nous retrouver après les courses. Toujours la même chose, toujours les mêmes visages. Nous avons passé toute la soirée vautrés sur des divans. Que trouvez-vous là de si gai ? Voyons, reprit-elle en revenant à Anna. Comment faites-vous pour ne pas connaître l'ennui ? Rien qu'à vous voir, on devine qu'heureuse ou malheureuse, vous ne vous ennuyez jamais. Que faites-vous pour cela ? Mais rien du tout, répondit Anna en rougissant de cette insistance. C'est ce qu'on peut faire de mieux, dit Stremov en se mêlant à la conversation. C'était un homme d'une 50aine d'années, grisonnant mais bien conservé, laid mais d'une laideur originale. Il consacrait tous ses loisirs à Lise Merkalov, sa nièce par alliance. Rencontrant Madame Karénine dans un salon, il chercha, en homme du monde et en homme d'esprit, à se montrer particulièrement aimable pour elle en raison même de ses mauvais rapports avec Alexis Alexandrovitch. Le meilleur des moyens est de ne rien faire, continua-t-il avec un sourire narquois. Je vous le répète depuis longtemps, il suffit pour ne pas s'ennuyer de ne pas croire qu'on s'ennuiera. De même que si l'on souffre d'insomnie, il ne faut pas se dire que jamais on ne s'endormira. C'est exactement ce qu'a voulu vous faire entendre Anna Arkadievna. Je serais ravie d'avoir dit effectivement cela, reprit Anna en souriant, car c'est mieux que spirituel, c'est vrai. Mais pourquoi, dites-moi, est-il aussi difficile de s'endormir que de ne pas s'ennuyer ? Parce que pour l'un comme pour l'autre, il faut avoir travaillé. Pourquoi prendrais-je en travaillant une peine parfaitement inutile ? Et quant à jouer la comédie, je ne le sais ni ne le veux. Vous êtes incorrigible, conclut Stremov sans la regarder. Il ne s'occupa plus que de Madame Karénine. Comme il la rencontrait rarement, il ne put guère lui dire que des banalités sur son retour à Pétersbourg ou sur l'amitié qu'avait pour elle la comtesse Lydie. Mais il sut les tourner de manière à lui faire entendre qu'il était tout à ses ordres, qu'il éprouvait pour elle un respect infini et même quelque chose de plus.
Tchoukevitch vint relancer les joueurs. Anna voulut prendre congé. Lise s'efforça de la retenir et Stremov se joignit à elle. Vous trouverez, dit-il, un contraste trop grand entre la société d'ici et celle de la vieille Fred. Et puis vous ne lui saurez qu'un sujet de médisance, tandis que vous éveillez ici des sentiments d'un tout autre genre. Anna resta pensive un moment. Les discours flatteurs de cet homme d'esprit, la sympathie enfantine que lui témoignait Lise, ce milieu mondain où elle croyait respirer plus librement lui causèrent une minute d'hésitation. Ne pouvait-elle remettre à plus tard le moment terrible de l'explication ? Mais elle se rappela ce qui l'attendait chez elle si elle ne prenait point un parti. Elle se revit avec terreur prête, dans sa détresse, à s'arracher les cheveux. Alors elle se décida, fit ses adieux et partit. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà, je m'arrête là, je n'ajoute rien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que c'était audible et que vous n'avez pas trop entendu mon estomac. Voilà. Je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous surtout. À bientôt. Merci encore.